Salut, c'est Lé de la chaîne Science for All. Aujourd'hui, l'un des gros enjeux de société est la sécurité informatique. Pensez-y, sur vos téléphones, il y a désormais énormément de données que vous ne voudriez pas rendre publiques, que ce soit votre carte de crédit ou des photos embarrassantes. On fait de plus en plus confiance en nos téléphones, mais pourtant, on ne comprend pas toujours les technologies et les merveilleuses mathématiques sur lesquelles repose la sécurité informatique. Dans cette nouvelle série, j'aimerais vous parler de la discipline qui étudie la sécurité des données privées, la cryptographie. Et pour commencer, je vous propose de découvrir 10 prouesses de la cryptographie. La cryptographie symétrique, c'est la cryptographie de base. C'est celle que vous pouvez utiliser pour communiquer en secret avec votre meilleur ami en faisant passer un bout de papier dans la classe sans qu'aucun intermédiaire ne puisse le lire. L'idée, c'est de se mettre d'accord avec votre ami sur une clé secrète qui va typiquement être un mot secret ou un grand nombre secret. Puis, vous prenez votre message, vous bidouillez votre message avec la clé secrète et ça vous fait un message chiffré. De l'autre côté, votre ami récupère le message chiffré, il déchiffre le message avec la clé secrète et obtient le message original. Et ça, c'est déjà super utile. Mais en fait, sur Internet, on a souvent besoin de cryptographie beaucoup plus sophistiquée. Parce que l'un des problèmes sur Internet, c'est qu'on a besoin de parler à des gens qui ne sont pas forcément nos meilleurs amis. En particulier, on n'a pas forcément envie de prendre le temps de rencontrer nos interlocuteurs pour se mettre d'accord sur une clé secrète. Fort heureusement, en 1976, les informaticiens Diffie et Hellman ont réussi à mettre en place un protocole astucieux pour que deux personnes qui ne peuvent communiquer que via un média public comme Internet arrivent néanmoins à se mettre d'accord sur un secret partagé. C'est une astuce à base de nombres premiers et tout ça, mais je laisse les détails pour une autre fois. Le protocole de Diffie-Hellman est depuis très utilisé sur Internet, par exemple par WhatsApp, ce qui a valu le prix Turing à ses créateurs. Le prix Turing, c'est un peu le prix Nobel de l'informatique. Alors, se créer un secret partagé, c'est bien. Mais si vous êtes une entité qui a besoin de beaucoup communiquer, comme par exemple une banque qui doit servir tous ses clients, ça peut être très compliqué à gérer. Pour qu'on puisse communiquer avec vous sans avoir à mettre en place un secret partagé, il existe un brillant protocole dit asymétrique à clé publique. En gros, la banque va créer une paire de clés, elle va garder privée l'une des clés et rendre publique l'autre clé. Du coup, n'importe qui peut utiliser la clé publique pour chiffrer un message et l'envoyer à la banque. Et de façon cruciale, seule la banque pourra alors déchiffrer le message parce que la clé privée est nécessaire pour le déchiffrement. Là encore, derrière tout ça, il y a des histoires de nombres premiers, mais je laisse ça pour une autre fois. La cryptographie asymétrique résout aussi un autre problème qui est celui de la signature électronique. Autrement dit, vous pouvez rendre publique une information et quiconque pourra vérifier que l'information vient bien de vous et pas d'un imposteur. L'idée pour ce faire est de chiffrer l'information avec votre clé privée. N'importe qui pourra alors déchiffrer l'information avec votre clé publique, mais surtout, il pourra alors savoir que l'information vient bien de vous car la clé privée était nécessaire pour chiffrer une information que votre clé publique peut déchiffrer. C'est typiquement grâce à ce type de signature électronique que vous pouvez vous authentifier et vous connecter à Facebook ou Google. Alors, avoir une clé, c'est bien, mais si vous la perdez, ou pire encore, si vous vous la faites voler, toutes vos données deviennent vulnérables. Alors, c'est problématique à l'échelle individuelle, mais ça devient catastrophique quand l'entité dont on parle est une banque ou un hôpital qui héberge les données de beaucoup de monde. Une solution brillante est la décentralisation des clés. L'idée est que plusieurs entités possèdent un morceau de la clé et il faut que suffisamment d'entités combinent leurs morceaux de clé pour déchiffrer les données. Ainsi, si une entité se fait voler sa clé, alors les données demeurent néanmoins sécurisées. Alors, le problème des chiffrements usuels, c'est que même lorsque la NSA ne peut pas voir ce que vous communiquez, elle peut néanmoins voir que vous communiquez. Et juste retracer le parcours de l'information peut lui suffire pour deviner ce que vous faites. Si vous envoyez des messages à votre ex à 3 h du matin, on peut deviner le contenu de vos messages. Pour vraiment anonymiser les messages, il faut aussi brouiller l'heure, l'origine et la destination des messages. Et là encore, la cryptographie nous offre des solutions comme le routage de l'oignon qu'utilise Tor. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, il y a un lien dans la description. Ou des solutions plus modernes comme le mélange vérifiable. Ce genre de mélange a aussi d'autres applications comme par exemple en vote électronique pour mélanger les bulletins de vote électroniques de tout le monde pour empêcher de savoir qui a voté quoi.
En parlant de vote électronique justement, une chose qu'on aimerait bien faire, c'est chiffrer les bulletins de vote de tout le monde et néanmoins totaliser les voix pour et les voix contre en manipulant uniquement les données chiffrées. En gros, on veut faire des additions mais sur des nombres chiffrés. Et a priori ça, c'est vraiment pas évident. Mais c'est possible et c'est ce que l'on appelle le chiffrement homomorphe. En fait, plus généralement, le chiffrement homomorphe permet de faire toutes les opérations imaginables sur des données entièrement chiffrées. Les solutions de chiffrement homomorphe sont très récentes et quelque chose me dit qu'on va encore beaucoup en entendre parler. Une autre technique de cryptographie dont j'aimerais vous parler, c'est la preuve à divulgation nulle. C'est une technologie qui permet de prouver que l'on sait quelque chose sans rien révéler d'autre que le fait que l'on sait effectivement la chose. C'est un concept très impressionnant. Il pourrait permettre de vérifier qu'un individu a bien un permis de conduire sans violer les données privées de l'individu comme son âge, son sexe, ni même son prénom. Et en particulier, il serait possible de poser une énigme à plusieurs amis et quand un ami a trouvé la réponse, il pourrait vous prouver qu'il connaît la réponse sans que ça spoile la réflexion des autres amis. La classe. Et puis il faut absolument que je vous parle de blockchain. Je suis sûr que vous en avez entendu parler. Vous avez peut-être entendu dire que c'était le truc le plus révolutionnaire, plus ou moins l'intelligence artificielle. Et oui, perso, je pense que c'est vraiment révolutionnaire. Mais c'est un peu dur d'expliquer pourquoi. En très bref, la blockchain est une façon de compiler un historique de façon entièrement décentralisée, publique, immuable et vérifiable. Et ça permet de contourner la nécessité d'un tiers de confiance. Or, quand vous y réfléchissez, de nombreuses industries ne font essentiellement que jouer ce rôle de tiers de confiance. Tout simplement parce qu'avant la blockchain, il n'y avait pas vraiment de solution. Bon, autant sur les points précédents il y avait beaucoup à dire, autant là, il y a énormément plus à dire. Enfin, il faut que je vous dise qu'il y a une grosse faille dans plusieurs des cryptographies qu'on a présentées, à savoir le fait que plusieurs de ces protocoles sont vulnérables à des attaques par ordinateur quantique. Et petit à petit, les ordinateurs quantiques semblent commencer à voir le jour. Mais rassurez-vous, les chercheurs en cryptographie bossent déjà sur des technologies de cryptographie post-quantique, c'est-à-dire robustes à des attaques par ordinateur quantique. Voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous donne une idée de toute l'importance que joue et que va jouer la cryptographie. Mais pour finir, j'aimerais insister sur le dynamisme de la recherche actuelle dans le domaine. Plusieurs des prouesses que j'ai listées datent d'il y a moins de 10 ans et ma liste n'est absolument pas exhaustive. Bref, il y a encore énormément plus à dire. Et pour en savoir plus, je vous recommande les excellentes chaînes de Monsieur Bidouille et l'Informateur, mais surtout, je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes de cette série. Allez, salut! Cette vidéo a été réalisée grâce au soutien de la faculté d'informatique de l'EPFL.